et bienvenue à toutes et à tous. Donc, nous voici réunis virtuellement pour ce 6e mardinaire ayant pour thème quelle place pour les jeunes au sein des tiers-lieux des territoires ruraux. Alors, ces 6 rendez-vous mensuels doivent leur succès aux 31 intervenants, dont 17 experts et 14 porteurs de projets, et à nos différents partenaires. Pour revenir au sujet du jour concernant la place des jeunes au sein des tiers-lieux en milieu rural, il est primordial de s'interroger et de réfléchir sur leurs attentes, leurs besoins et leurs problèmes. Les jeunes sont certes attachés à leur milieu rural d'origine et à l'environnement. Ils ont souvent envie de s'investir dans des projets locaux et leurs modes de vie et de consommation leur sont propres et parfois nous surprennent. Ils sont hyper connectés, utilisent avec virtuosité les réseaux sociaux, bien mieux que nous, et depuis 1 an, ils vivent entre parenthèses, avec des cours en visio pour les étudiants, des difficultés à trouver des lieux de stage. Ils sont aussi stressés par rapport à leur avenir et ont besoin de rencontrer des professionnels expérimentés, par exemple. Alors, les tiers-lieux sont une véritable opportunité à saisir pour eux et pour nous, car l'avenir, ce sont eux. Voilà, je vous souhaite vraiment de bons travaux cet après-midi. Je pense que le sujet a son importance et que nous nous posons tous des questions. Voilà, je vous retrouverai en fin de session. Bon après-midi. Ok, ben merci Madame Vialard. Donc pour ce webinaire, effectivement, juste pour rappel des consignes que j'ai données techniques, veillez bien à ce que vos micros soient fermés pour ceux qui n'interviennent pas. Hein, je le rappelle, hein, vous pourrez poser des questions via le chat. Et puis aussi, si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, ben, n'oubliez pas aussi de couper votre caméra. Le webinaire est enregistré. Alors, à chaque fois, on a un animateur ou une animatrice différente pour animer chaque webinaire. Effectivement, Florence a dit, on a eu 31 intervenants, experts et, et témoins. Et puis, effectivement, on a eu aussi, au cours de ces webinaires, 6 animateurs différents. Et donc, la 6e, termine en beauté, ça sera du coup Aurore Saada, donc, qui est conseillère technique à la Fédération nationale Famille Rurale et qui s'occupe notamment des sujets autour de la jeunesse. Donc, Aurore, je te laisse la parole pour animer ce webinaire. Merci Amor, bonjour à tous. Je vais essayer de faire au mieux pour ce dernier webinaire qui va conclure le cycle que vous avez lancé depuis janvier dernier. Ce webinaire, quelle place pour les jeunes au sein des territoires, au sein des tiers-lieux dans les territoires ruraux? Question qu'on se pose, qu'on s'est posée dès le début dans le cadre de notre expérimentation autour des tiers-lieux. Et du coup, dans ce webinaire, on va vous proposer ce temps sur 3 temps différents, en 3 séquences. Une séquence un peu de définition avec Véronique Borde, qui est professeure des universités Jean Jaurès de Toulouse. Elle est membre de l'UMR Éducation, Formation, Travail et Savoir. Et ses thèmes de recherche, c'est autour des jeunesses, des politiques jeunesse et des pratiques culturelles. Donc, elle viendra un peu nous présenter, nous dresser un peu ce portrait type des jeunes ruraux. Et puis de nous dire un peu de sa vision d'universitaire, quelle place on peut faire aux jeunes dans ces espaces-là, voilà. Et puis après, deux autres séquences plutôt sur des façons d'envisager des portes d'entrée où on peut accueillir, faire une place aux jeunes dans les tiers-lieux, voilà. Donc du coup, une porte d'entrée autour de la dimension de l'insertion, une porte d'entrée autour d'une dimension autour de l'autonomie. Et puis enfin, une porte d'entrée autour d'une dimension d'engagement, mais bien sûr, on aurait pu prendre d'autres portes d'entrée possibles. Et puis, on aura 2 expertes qui se permettront d'intervenir
au fur et à mesure du webinaire, Sophie Vanier de La Ruche et Lucille Aigron de la coopérative des tiers-lieux. Et du coup, je me rends compte que je n'ai pas à présenter nos autres intervenants. Pierre-Marie Boissonnade, qui est chargé de mission à la Fédération de l'Aveyron. Lucie Bonnet, qui est facilitatrice dans le tiers-lieu de Bellac en Haute-Vienne. Et Benjamin Paulin, qui nous vient des MRJC. Je vous propose de laisser la parole à Véronique Borde pour une première séquence autour du coup de jeunesse et ruralité. Merci. Je vais essayer de vous dresser un peu le portrait des jeunes ruraux et je ne sais pas si on peut dresser le portrait des jeunes ruraux, vous allez voir, je vais essayer de vous expliquer. Et puis ensuite de venir rapidement sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est attendu dans un tiers-lieu pour les jeunes et surtout ce à quoi il faut faire attention finalement quand on décide d'ouvrir un tiers-lieu à des jeunes. La première chose qui est importante, et donc vous le voyez sur la diapo, on a tout un tas de croyances autour du milieu rural et des habitants du milieu rural. Et très longtemps, on a eu une approche culturaliste qui permet de dire que finalement, les adultes ou les jeunes, en fait, tous les habitants du milieu rural, seraient des personnes qui sont à part, qui ont une culture propre, qui ont des caractéristiques qui les distinguent des autres populations de la France. Et cette approche culturaliste, en fait, a fait beaucoup de mal, puisque elle a amené une vision, finalement, du milieu rural très réductrice. Donc, on est passé de l'image du paysan à l'image des néo-ruraux qui viennent s'installer là parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour acheter une maison en ville, etc. Donc, on a toutes ces images-là qui renvoient finalement une vision stigmatisée du milieu rural. Donc, je ne vous apprends pas qu'effectivement, quand on dit qu'on vit en milieu rural, ça peut être stigmatisant, mais on va voir que ça évolue. De notre côté, on a des gens qui disent que finalement, vivre à la campagne, c'est la vraie vie, ce sont des vrais gens, hein, les gens qui sont là-bas, et que finalement, les gens qui sont à la ville sont des gens surfaits et qu'il faut retourner aux racines dans le milieu rural. Donc vous voyez que cette vision du milieu rural est assez ambivalente et en tout cas assez stigmatisante. Et quand on regarde du côté des jeunes, on s'aperçoit que c'est une catégorie qui est mal connue, qui est complètement invisible, qui est très peu étudiée. Alors les sociologues s'en sont peu saisis en tant qu'objet de recherche. Et du coup, ces jeunes invisibles, ils n'ont pas de parole. Et du coup, ils sont un peu classifiés comme des jeunes qui n'ont rien à dire, alors qu'en fait, ce sont des jeunes qui ne sont pas du tout médiatisés, ou très peu, ou dans certaines conditions. Voilà. Et qui, du coup, en font une catégorie sociale complètement absente dans l'action publique au niveau national. Donc, à partir de ce portrait qui est pas très réjouissant, hein, on peut se dire qu'il est difficile de construire une image des jeunesses rurales. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on voit changer un peu la société et on voit que avec la pandémie, alors ça c'est très intéressant, même si on n'a pas assez de recul, on voit de nouvelles catégories sociales, je vais le dire comme ça, s'installer en milieu rural parce que visio, donc possibilité de vivre ailleurs, etc. Donc on voit l'accès en milieu rural qui est vu différemment par les populations. Mais les jeunes restent absents. Donc, très peu de travaux, très peu d'intérêt, beaucoup de travaux autour des jeunes urbains et très peu de travaux autour des jeunes ruraux. Du coup, si on passe à la diapo suivante, la question là va être de se dire finalement comment on peut dresser un portrait des jeunes, comment moi je peux vous apporter des choses là par rapport aux questions que vous vous posez. Alors, c'est quoi l'âge de la jeunesse déjà? Donc ça, c'est une grande question.
tout le monde n'est pas d'accord. Donc l'âge de la jeunesse, il a évolué avec la société. Autrefois, à partir du moment où on trouvait un travail, on était adulte, d'accord? Ou alors, à partir du moment où on passait par certains rituels, on était adulte. Les garçons partaient au service militaire, ils revenaient, c'était des hommes, etc. Du coup, aujourd'hui, on est dans une société qui souhaite rester jeune. Et donc, l'âge de la jeunesse est très compliqué. On ne sait plus quel âge donner. Donc, ce sont les institutions qui donnent l'âge de la jeunesse. Donc, par exemple, vous, dans le cadre de vos tiers-lieux, c'est vous qui allez décider qui est jeune et qui ne l'est pas ou ne l'est plus. Voilà. En donnant, finalement, en disant, ben voilà, nous, dans notre tiers-lieu, on a des jeunes de 16-18 ans qui peuvent venir, ou bien on a des jeunes. Donc, c'est vous qui allez donner l'âge de la jeunesse. Donc, attention à ce que vous allez faire avec ça. Une typologie des jeunes, moi, j'ai beaucoup de mal à faire une typologie des jeunes aujourd'hui. Il en existe, hein, il y a des modèles. Ce que l'on recherche aujourd'hui, ce sont des jeunes très souvent que l'on veut engager. Donc, vous savez, on est dans des injonctions d'engagement. Donc, ce que l'on veut, finalement, ce sont des jeunes citoyens qui soient en capacité de venir agir dans la cité. Mais est-ce que finalement, on donne la place à ces jeunes-là? C'est la question qu'on peut se poser. Parce que finalement, en demandant aux jeunes de venir dans un lieu, alors un tiers-lieu ou autre chose, hein, ou autre espace, est-ce que cette injonction à la participation des jeunes leur laisse vraiment le choix de venir participer, ou est-ce que les jeunes vont venir participer parce que ils auront des stratégies ou des besoins ou des nécessités? D'accord? Donc ça, c'est la question que vous vous posiez quand on est dans un tiers-lieu. Pourquoi les jeunes viennent et quelle est leur place? Alors, leur place, c'est pas seulement les faire accéder à des activités ou à des espaces ou à des services ou à des co-constructions de projets. C'est aussi quelle place ils ont au niveau de la gouvernance du tiers-lieu. C'est-à-dire comment le tiers-lieu est organisé, comment le tiers-lieu est gouverné, entre guillemets, hein, comment on le fait fonctionner et où sont les jeunes dans ces responsabilités dans le fonctionnement du tiers-lieu. C'est-à-dire que les jeunes ne peuvent plus être aujourd'hui juste sollicités, juste entre guillemets sollicités, parce que des fois ils ne le sont même pas, sollicités pour mettre en place des activités ou des orientations, mais les jeunes, ce qu'ils souhaitent, ce que montrent les études, ce que nous disent les jeunes, ce qu'ils souhaitent, c'est pouvoir décider et non plus que l'on décide pour eux. Donc, quelle responsabilité, quelle place on leur laisse au sein de ces tiers-lieux? Est-ce que c'est une place de bénéficiaire? Est-ce que c'est une place d'usager? Est-ce que c'est une place d'acteur auquel on va accepter de donner des responsabilités? Mais pas des responsabilités d'affichage institutionnel qui nous permettrait de dire, bah, vous voyez, il y a des jeunes qui participent, etc. Mais bien de vraies responsabilités avec la possibilité pour les jeunes de prendre des décisions et de faire en sorte que ces décisions soient appliquées. Donc ça, ce sont des questions hyper importantes quand on veut voir venir les jeunes dans des espaces. Donc participer, s'engager. Si on veut que les jeunes s'engagent, il faut qu'ils puissent comprendre qu'ils sont utiles. S'ils ne sont pas utiles, ils ne s'engageront pas. Ou alors ils viendront juste utiliser les services que vous leur proposerez. Donc un tiers-lieu, à mon sens, ce n'est pas un lieu de service. C'est un lieu dans lequel on va pouvoir créer, innover, développer, changer, penser peut-être la société autrement. Donc tout ça, c'est très important. Donc si on pense en amont un projet et que l'on pose ce projet et qu'on dit aux jeunes venez, on risque de se retrouver dans un fonctionnement d'espace jeune classique ou de points accueil jeune ou vous le nommez comme vous voulez. Il y a plein de dénominations. Donc ça, c'est vraiment important. Du coup, quelle différence? Pourquoi on va appeler ça un tiers-lieu? Et qu'est-ce qui va faire la particularité de cet espace? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça va venir amener un espace où on va pouvoir innover, réfléchir, etc. Construire des projets, certes, mais comment et dans quelles conditions? La difficulté avec ce genre de nouveaux espaces ou nouveaux lieux ou lieux d'innovation, c'est de réfléchir un projet, mais ensuite, dans la mise en œuvre, souvent ce que j'observe moi, c'est que souvent on réfléchit un projet de façon innovante et quand on le met en œuvre, on retombe
petit à petit, systématiquement, dans les vieux fonctionnements, parce que ça rassure, parce que on a l'habitude, parce que ça met moins en danger, d'accord? Parce que changer de fonctionnement, c'est aussi se mettre en danger, on ne sait pas comment ça va marcher. Donc, moi, je pense que ces tiers-lieux, ce sont vraiment des espaces d'expérimentation qui doivent être vus comme des espaces d'expérimentation. Et les espaces d'expérimentation, ils autorisent des processus, ils autorisent de penser un accompagnement de la jeunesse comme un processus, d'accord? Mais ils autorisent aussi à penser que la jeunesse peut nous accompagner, nous, adultes, professionnels, etc. aussi. Donc, c'est comment on pense cette réciprocité dans ce processus d'expérimentation. Et la deuxième chose à ne pas oublier, c'est que expérimenter, c'est accepter que l'on peut se tromper. Et on a le droit de se tromper. On est dans une société où on n'a plus le droit de se tromper. Donc, ça peut être intéressant d'avoir des espaces dans lesquels on a le droit de se tromper, de réajuster, de comprendre pourquoi on s'est trompé, d'analyser, de discuter, d'échanger et de continuer à cheminer comme ça et pour pouvoir progressivement développer des choses qui soient utiles à toutes les personnes qui sont dans le tiers-lieu, utiles aux jeunes, et qui soient aussi, qui ne soient pas de la reproduction, mais bien un questionnement de la société actuelle, pour pouvoir, pourquoi pas, amener les jeunes à se poser des questions sur une formulation de projet de société. Donc, rapidement, puisqu'on m'avait dit de faire rapide, je ne sais pas si je suis dans les temps, j'ai dépassé. Ne vous inquiétez pas. Hein, voilà, non, ne vous inquiétez pas. je me connais. Donc, à mon sens, pour les 2 dernières questions, je finis. Les jeunes ruraux ont-ils des besoins spécifiques? Moi, je pense que les jeunes ruraux, ce sont avant tout des jeunes. Voilà. Donc, il faut arrêter de dire les jeunes ruraux, les jeunes urbains. Les jeunes ruraux sont différents des jeunes urbains. Moi, j'ai travaillé un peu aux comparaisons et je vous assure qu'il y a énormément de points communs. Ce que veulent les jeunes, c'est être entendus, avoir un espace pour pouvoir agir, s'engager et que être entendus et être écoutés et entendus et que leurs actions soient suivies des faits. C'est ça que veulent les jeunes, qu'ils soient en milieu rural ou en milieu urbain, ça, c'est pas le problème. Et du coup, ne pas reproduire mais innover, je trouve que c'est la chance que peut offrir ce genre de nouveaux espaces qui sont divers et variés, qui sont tous différents, mais qui, à mon sens, doivent tous avoir en tête une idée, c'est que quelle place on laisse à la jeunesse et est-ce que les jeunes, on leur impose encore une place, comme on le fait tout au long de l'année, tout au long des espaces qu'ils traversent, ou est-ce que là, pour le coup, on les laisse construire leur propre place? Donc j'en reste là, mais je réinterviendrai après sans aucun problème pour la suite. Merci Véronique. Et du coup, je me permets peut-être une question complémentaire. Est-ce que du coup, il faut avoir un traitement particulier en direction des jeunes dans les tiers-lieux ou pas au final? Moi, je dis que c'est même pas avoir un traitement, c'est moi, je trouve que l'idéal, voilà, et l'idéal que j'essaye de défendre depuis des années, et le tiers-lieu est peut-être l'espace actuel qui peut. L'idéal, c'est d'ouvrir l'espace et de ne rien traiter ou prévoir, mais de tout construire avec les jeunes, c'est-à-dire de laisser venir les jeunes ou d'aller chercher les jeunes ou d'aller les chercher, leur expliquer, etc. Mais franchement, de les écouter. Ils ont plein d'idées, les jeunes. Donc, comment faire dans un tiers-lieu? En tout cas, ce qui est sûr, à mon sens, c'est qu'un tiers-lieu, ça peut pas être un service jeunesse ou un espace jeune bis dans lequel on va proposer des activités ou des projets, machin, etc. Ça doit vraiment être un lieu d'innovation. Donc, ça doit être un lieu dans lequel tout se construit et tout se change et tout s'expérimente. Voilà. Merci. Je ne sais pas si nos experts ont envie de réagir ou pas. Sophie, Lucille? Non. Pardon, Ah, j'arrive. Je cherchais le bouton on. Non, mais j'adhère complètement à ce qui vient d'être dit, et notamment sur la question du processus, c'est-à-dire que les jeunes qui vont rentrer dans un tiers-lieu, qui vont se sentir écoutés, en ressortent dans un autre état. Normalement, il y a vraiment l'idée de transformer et de vivre une expérience en fait à travers ces lieux-là. Et que peut-être pour compléter, je vais insister davantage sur la question des rencontres un peu déclic qui vont provoquer d'autres idées sur les idées avec lesquelles ils sont rentrés. Donc il y a comme ça l'idée d'effusion un peu d'idées qu'il faut maintenir comme une petite marmite sur le feu, quoi. Il y a un truc où finalement ça va vite dans leur tête et ça demande aussi un rythme.
de la part de l'interlocuteur et des acteurs qui sont à l'intérieur où il faut synchroniser quelque part, il faut être prêt à synchroniser là-dessus. Alors, nous, on n'a pas énormément de public jeune, en fait. C'est l'objet aussi du travail qu'on a au niveau du réseau, de travailler sur ce fondamental qui est l'ouverture à tous. Et on n'en est pas encore là. Alors, il y a certains lieux pour qui le sujet, c'est l'ADN du projet collectif. Et dans ces cas-là, ils vont à fond et c'est très spécialisé ou thématisé justement sur cet accueil spécifique et presque un accueil inconditionnel sur certains lieux où en fait, peu importe l'horaire de la journée, on vient sans rendez-vous. Il y a vraiment l'idée de la maison ouverte pour que voilà, on puisse les accueillir quand ils veulent, sans contrainte en fait. Et on a vu là pendant le confinement qu'il y avait quand même, les tiers-lieux, c'était quand même, mais pas tous, emparés de la question de l'accueil des étudiants qui étaient tout seuls chez eux pour les sortir de l'isolement et tout ça. Donc, je pense qu'il faut qu'on creuse ces idées-là qui ont été un peu spontanées pour voir s'il n'y a pas matière à développer en fait l'accueil jeune et même de le penser en termes de modèle économique plus solidaire, c'est-à-dire qu'en fait il y a quand même un frein qui reste le frein d'accessibilité financière où il faudrait qu'à un moment donné les locomotives un peu entrepreneuriales qui sont dans les lieux et qui génèrent une vraie économie puissent permettre au lieu d'accueillir plus gratuitement des publics qui sont plus fragiles ou moins costaud, quoi, voilà, où c'est difficile en fait pour un étudiant de venir tout le temps et de payer un forfait, voilà. Donc il y a quand même encore quelques freins, quelques verrous qu'il faut qu'on arrive à lever, et on peut le lever qu'à partir du moment où on est dans un modèle économique solidaire, quoi. Voilà. Donc, il y a vraiment la question de créer les bonnes conditions aussi d'accueil. Nous, on était au pied des quartiers dans la cité à Floirac et en fait, on s'est rendu compte quand même si c'était un levier d'attractivité pour les jeunes, parce qu'on n'était pas spécialisé de la jeunesse. Donc, ils nous reconnaissaient quand même une autre casquette qui était celle d'entrepreneurs, etc. Et du coup, ça a engagé un dialogue qui n'était pas celui qu'on avait avec des professionnels de la jeunesse, qu'on peut voir dans les maisons de la jeunesse, le centre d'info jeunesse. Donc, ça crée un autre type de relation aussi, d'être à une autre place que celui du professionnel de la jeunesse. Donc, il faut peut-être s'enlever la casquette aussi parfois là-dessus. Mais à contrario, ça a été un gros frein pour nous parce qu'on ne savait pas du tout comment aller plus loin avec eux, parce qu'on avait quand même on manquait vraiment de compétences sur le sujet, quoi. Donc voilà, donc c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'à la fois on s'est rendu compte que ça créait un autre type de relation et que c'était intéressant, mais que d'un autre côté, on aurait eu bien besoin quand même de quelqu'un qui nous donne quelques tips pour aller plus loin sur les projets. Voilà. Et ça demande quand même énormément de financement. Moi, les projets que je vois autour de la jeunesse, c'est un temps d'animation et de présence qui ne doit pas lâcher. C'est-à-dire qu'il y a une constance aussi qu'il faut réussir à maintenir. Voilà. Et c'est là où on a quand même quelques nœuds. Merci Lucille. Du coup, je ne sais pas si Sophie, tu voulais réagir, compléter, ou sinon on passe à la séquence d'après, tu nous dis. Peut-être que je réagirai après l'intervention de Pierre-Marie. Comme ça, je pourrais compléter au regard de ce que Pierre-Marie m'a présenté. Eh ben, très belle transition pour donner la parole à Pierre-Marie. Pierre-Marie, qui est chargé de mission vie associative et développement au sein de la Fédération de l'Aveyron. Et il accompagne les facilitateurs tiers-lieux de son département. Voilà. Et aujourd'hui, ils se sont lancés dans une expérimentation autour de l'entrepreneuriat des jeunes en milieu ruraux. C'est ce que tu vas nous présenter et du coup, de nous dire un peu là où vous en êtes aujourd'hui, comment ça se passe. Et voilà. Ok. À toi, Pierre-Marie, dis-nous tout. Bonjour, ouais. J'ai trahi un peu mon groupe puisque cette photo n'était pas censée être diffusée, mais vous m'en voudrez pas, Sophie, tu répéteras pas. Donc sur la diapo qui vous est proposée, voilà, c'est le groupe en haut des facilitateurs qui sont dans la dynamique du projet JOSE qu'on a lancé en début d'année. Enfin, je ne reviendrai pas sur les échéances, mais en gros c'était ça.
Et puis sur la photo d'en bas, on voit le groupe de jeunes qu'on accompagne actuellement. Donc voilà, la Fédération de l'Aveyron, elle a souhaité répondre à cette initiative nationale pour démontrer que nos tiers-lieux, en fait, sont des espaces avec lesquels il est intéressant de travailler. Au-delà des missions qu'assurent nos tiers-lieux, comme le soutien aux démarches administratives, puisqu'ils sont souvent associés, en tout cas sur l'Aveyron, aux espaces France Service, par exemple, ou des actions d'animation sociale avec des labels ou agréments espaces de vie sociale ou centres sociaux. Donc voilà, c'était pour montrer que à nos partenaires comme les missions locales, les espaces emploi ou certaines institutions avec qui on a parfois du mal ou qui ont du mal à percevoir le rôle que pourraient avoir nos facilitateurs, tisser, renforcer ce lien. À ce jour, ces partenaires, ils investissent les locaux par des permanences sur le site ou du partage d'infos, mais ils mettent peu en place de projets en commun avec nos assos. Ensuite, le public du coup ciblé par cette expérimentation, il correspondait pleinement à la tranche d'âge, donc la jeunesse, qu'on souhaite davantage capter sur nos espaces. Nos structures sont jeunes, ce qu'on renvoyait, mais notre public un peu moins par les services qu'on propose actuellement. Donc le projet, il était idéal. Il nous a permis de tisser un lien plus fort donc avec les missions locales, par exemple, qui nous ont soutenus dans la captation des jeunes pour ce programme. On a pu travailler avec les développeurs économiques des territoires aussi et tisser une vraie dynamique de travail avec eux. Voilà, donc concrètement, avec les conditions sanitaires, les changements réguliers dans les possibilités d'organisation du parcours qu'on a appelé JOSE et j'entreprends sur mon territoire, on a été un peu contraint dans le temps pour lancer le programme, mais on a réussi par les réseaux sociaux, qui sont un vecteur de contact avec les jeunes important, Internet et les partenariats tissés, à inscrire 9 porteurs de projets en 15 jours. Donc on est plutôt satisfait, mais on réfléchit déjà à comment mieux rendre visible et utile nos tiers-lieux vers cette population jeune. Donc, je rejoins ce qui était dit avant, c'est qu'on réfléchit déjà, on se dit qu'ils doivent être l'espace suivant l'accueil de jeunes plus institutionnels ou de loisirs. Pour vous donner quelques exemples donc, des projets qu'on a dans le groupe, on a Paul, par exemple, qui est 22 ans, qui est créateur de meubles en fer et en bois. On a Landry, 18 ans, qui rêve de gérer des gîtes de luxe déconnectés en race campagne. Et Mélissa, qui apprenait à réparer des canalisations pour devenir plombière, mais elle s'est dit que sa voix, c'était pas Super Mario, mais plutôt Harry Potter. Et donc, elle est fan depuis 11 ans de ces films. Elle veut créer une boutique dédiée à cette série Harry Potter, aux animaux fantastiques. Bref, on a des profils qui sont riches d'idées. Et c'est ce qu'on s'est aperçu, en fait, par cette initiative de soutien à la création d'entreprises auprès des jeunes. C'est souvent des jeunes qui ont des rêves, mais qui ont besoin d'être accompagnés pour en faire une réalité. Sophie complétera un peu par rapport au programme. On a tout de suite senti que la dynamique de groupe était hyper solidaire et bienveillante. Et pour rien vous cacher, voilà, au-delà, pour notre équipe aussi, ça a permis de tisser une relation sincère entre les structures. Et c'était un objectif de ce programme-là aussi. Sur les profils des candidats, donc, ils sont tous d'horizons très différents, en études, en reconversion professionnelle, en recherche d'indépendance financière, sur un projet qui leur ressemble davantage. Quelque chose qui les fait vibrer davantage de ce qu'ils vivent aujourd'hui. Mais tous, ils ont le désir de prouver que leur idée, elle n'est pas folle, qu'elle n'est pas décalée. C'est ce qu'on s'aperçoit au bout de quelques jours, quelques sessions, quelques bootcamps. Après, certains, voilà, il y en a d'autres qui nécessitent d'autres types d'accompagnement, et c'est le principe du programme. C'est ceux qui seront rapidement dans la création d'une structure viable. Ils seront orientés vers des partenaires comme les chambres de commerce, d'artisanat, les BGE. D'autres auront besoin de plus de temps ou de soutien. On a, par exemple, un des stagiaires que Amandine, chez nous, qui travaille sur le pôle insertion, a proposé de participer à des ateliers d'amélioration de l'image de soi. Voilà, il y a du lien à faire avec ces jeunes sur d'autres choses à leur proposer. Parce que c'est un passage particulier de leur vie et c'est intéressant de pouvoir leur proposer d'autres accompagnements par rapport à ce qu'on sait déjà faire. Donc voilà, c'est un projet qui nous a amené à réfléchir à la place de la jeunesse, pour lequel on veut donner des suites. Ça a surtout permis de lancer une véritable dynamique nous départementale et du lien avec d'autres partenaires. C'est globalement ce qui se passe quand on travaille avec les publics jeunesse, ça apporte une
une vraie dynamique d'équipe, une vraie envie de s'investir, de redonner du sens aussi dans ce qu'on fait quand on travaille avec les jeunes. Et voilà, c'était hyper intéressant pour ça. Je notais qu'on a tous rêvé jeunes, que les adultes nous considèrent comme des grands responsables et capables de porter des projets. Donc, à nous de proposer aussi des choses dans les tiers-lieux qu'on aurait rêvé d'avoir plus jeunes, en fait, dans le soutien. Voilà, peut-être j'ai pas assez présenté le dispositif et Sophie, je compte sur toi pour compléter ça. Mais c'est un peu ce qu'on vit. C'est une intervention à deux voix. Sophie n'est plus experte. Elle nous donne. Et avec plaisir. Donc, bonjour à tous. Donc, je me représente. Je suis Sophie Panier. Je suis co-dirigeante de La Ruche. Et La Ruche, on a un réseau d'incubateurs dédiés à l'innovation sociale. On a 2 ruches en milieu rural, en Picardie et à Toulouse. Enfin, à côté de Toulouse, à 45 km. Un endroit qui s'appelle La Hage. Et ça fait 3 ans maintenant qu'on travaille avec la milieu rurale sur la dynamique portail. Et en effet, on avait constaté, on avait une intuition que nous qui sommes des professionnels de l'accompagnement de lancement de projets, alors le projet qui peut être un projet d'activité commerciale ou un projet associatif, et on s'est dit qu'il y avait quand même un problème d'égalité des chances dans l'accompagnement à la création d'activités, et on sait notamment qu'en milieu rural, il y a peu de dispositifs au tout démarrage, c'est-à-dire pour les personnes, et notamment les jeunes qui se disent j'ai une idée, mais peut-être qu'elle est un peu folle ou peut-être qu'on ne me prend pas trop au sérieux. Et avant d'aller vers une BGE, avant d'aller vers une CCI, j'ai besoin qu'on me conforte dans mon idée ou qu'on me mette à me poser les bonnes questions, à m'entourer d'un premier réseau professionnel. Et en fait, la place des tiers-lieux, pour nous, elle a pris tout son sens. Et donc, la question, c'est pas forcément quelle place du tiers-lieu pour le jeune, mais c'est plutôt quelle place, comment le tiers-lieu prend une place dans la vie du jeune. Donc c'est un peu un prisme différent. On est vraiment dans l'expérimentation, comme le disait Véronique, on fait la même expérimentation en Manche, mais les jeunes n'ont pas le même âge. Donc on essaie vraiment de s'adapter au territoire et d'être dans une dynamique aussi d'écosystème. C'est vrai que ce tiers-lieu, il a l'avantage de pouvoir fédérer à la fois les publics cibles, donc les bénéficiaires, mais aussi tous les acteurs qui peut-être de façon un peu décousue interviennent auprès des jeunes et que peut-être avec une dynamique de fédérer les acteurs ou de venir compléter les dispositifs, on peut aussi mettre le jeune dans un parcours plus global sur son territoire. Donc, peut-être un mot sur qu'est-ce qu'on leur propose concrètement si vous avez besoin de visualiser. Ce qu'on leur propose, c'est de dire, vous habitez en Aveyron, vous avez une idée, un projet, et on va vous proposer un accompagnement de 6 mois pour découvrir qu'est-ce que ça veut dire être entrepreneur, c'est quoi les outils pour le faire, et puis on va le faire en tant que professionnel de l'accompagnement, mais aussi en tant que conseiller d'orientation, en lien avec les CCI et au cœur d'un écosystème pour vraiment les aider à construire leur premier réseau professionnel. Parce que l'objectif, c'est peut-être pas de se dire nos 9 jeunes, ils vont créer leur entreprise, mais de dire nos 9 jeunes, ils vont prendre confiance en eux, ils vont peut-être monter un projet plus tard parce que c'est très jeune, à 22 ans, pour montrer une entreprise. Donc la finalité n'est pas forcément la création d'entreprise, mais en tout cas, ils auront pris confiance, ils auront acquis des compétences clés pour entrer dans le monde du travail. Et aussi, on parlait de, je crois que c'est Madame Divaliard qui disait ça, il y a une affection au territoire, de leur dire aussi que c'est possible de rester sur son territoire et de monter une activité, et que le tiers-lieu peut être aussi le lieu où on développe ce projet-là. Peut-être juste si je peux me permettre encore une réflexion, dans le chat, il y avait une question sur le lien, comment créer du lien, un lien pérenne, de long terme et de confiance avec les jeunes, et ça c'est clairement la question qu'on se pose, et c'est aussi pour ça qu'il y a toute une équipe de facilitateurs, puisque quand on est accompagné, même un tiers-lieu, il a besoin d'être incarné par un visage, une écoute, quelqu'un qui est disponible dans les moments hors parcours. Donc c'est aussi pour ça que les facilitateurs, ils sont mobilisés, ils sont aussi le lien vers les autres entrepreneurs, les autres personnes du tiers-lieu,
Et donc, du coup, ça peut être aussi la porte d'entrée vers d'autres services, d'autres offres du tiers-lieu. Et puis, nous, on travaille sur quelque chose d'assez fort qui est vraiment l'esprit de promotion. Donc, on accompagne les jeunes en groupe. Donc là, ils sont 9. Et Pierre-Marie le disait, il y a tout de suite une entraide, un partage qui se met en place, puisque par l'intelligence collective, les jeux un peu marrants, on va les inciter à se connaître un peu au-delà de leur projet. Et donc rapidement, il va se créer un sentiment d'appartenance, une confiance qui fait que voilà, ils vont avoir envie de revenir pour voir des personnes qui se posent un peu les mêmes questions qu'eux, qui viennent d'un territoire similaire. Et donc nous, pour faire de la rétention, en fait, et pour les amener à revenir, on compte pas seulement sur le fait que les facilitateurs soient super, mais sur cette envie de retrouver leur groupe sur lequel ils ont commencé à créer une relation de confiance. Merci Sophie. Du coup, on a une première porte d'entrée sur cette dimension d'insertion pour les jeunes. Deuxième porte d'entrée qui serait autour de l'autonomie. Alors, excusez-moi, l'autonomie. Et du coup, je vous propose de donner la parole à Céline Bonnet, qui est facilitatrice du tiers-lieu de Bellac en Haute-Vienne, qui va nous présenter l'axe jeunesse de son tiers-lieu. Voilà, Céline, c'est à toi. Merci. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, Céline Bonnet, je suis donc salariée de la Fédération Famille Rurale de la Haute-Vienne pour le tiers-lieu, l'atelier du Palais qui est situé à Bellac, donc 45 km au nord de Limoges. Donc, nous, finalement, l'axe jeunesse, comment dire, on ne s'est pas vraiment posé la question de l'entrée jeunesse plus qu'une autre, c'est-à-dire que globalement, on s'est posé la question de tous les publics et de comment faire en sorte que le lieu se mette à disposition de tous les publics de Bellac ou des communes environnantes et que ces publics-là se sentent accueillis et assez écoutés pour pouvoir proposer des initiatives ou des projets ou des actions collectives. Donc, bon, on s'est quand même posé la question donc, pour les jeunes et pour les autres, mais là aujourd'hui on parle des jeunes, donc et une question d'ailleurs qui s'est déjà posée tout à l'heure, c'est-à-dire comment faire en sorte dans un premier temps de les faire venir sur le lieu pour ensuite créer ce lien avec eux et les faire rentrer dans une dynamique de proposition, d'engagement et d'aller plus loin et que ce soit un lieu dans lequel ils participent à la fois en termes de proposition et de gouvernance et de développement. Donc, c'est pour ça que, voilà, que sur le schéma que je vous présente, on part vraiment de l'idée première de l'appropriation du lieu, ce qui est vrai pour les jeunes, mais pour tous les publics finalement, pour arriver au bout du bout à cette intégration dans la gouvernance globale du lieu. Et donc, du coup, on s'est basé sur quelles ressources on avait en interne pour faire en sorte d'avoir des propositions qui nous semblaient à nous adaptées à un public jeune, en se basant quand même sur des sondages qu'on avait pu faire, voilà, auxquels on avait quelques jeunes entre 18 et 25 ans qui avaient répondu et qui attendaient pas mal de choses autour des usages du numérique, de développer un peu des compétences transversales autour de la découverte des différents usages du numérique. Et il se trouve que dans le tiers-lieu, on a notamment un Fab Lab et une web radio qui nous a permis de répondre à cette première demande. Et donc, on a fait le choix dans un premier temps d'aller vers des partenaires pour toucher, cibler des publics que j'ai appelés publics captifs. C'est pas trop un mot que j'aime employer, mais je ne savais pas trop comment le dire autrement. En tout cas, des publics déjà accompagnés par des structures qui peuvent être pour nous des intermédiaires et des relais pour proposer
des ateliers auxquels participer. Donc, on a développé notamment des partenariats avec la mission locale, mais aussi les lycées et collèges du secteur. Donc, pour proposer dans un premier temps cette porte d'entrée sur le développement des compétences en lien avec les usages du numérique. Voilà ce qui nous a amené à travailler, par exemple, avec une classe de BTS sur de la publication de contenu en ligne sur les réseaux sociaux et comment se protéger à la fois soi et protéger ses données, puisque voilà, les réseaux sociaux, on sait très bien que c'est quelque chose de très utilisé par les jeunes, mais qu'ils n'en maîtrisent pas toujours les finalités ni les risques. Voilà, on a pu aussi accueillir plusieurs jeunes en stage sur des découvertes métiers autour du numérique, donc que ce soit comment fonctionne une web radio, quel contenu, comment on fabrique des contenus radio, comment on se sert d'une imprimante 3D et à quelles compétences métiers ça peut développer. Là, cet été, on va proposer avec un collectif d'artistes des créations de smart fiction et des choses autour aussi de la création artistique numérique. Donc voilà, ça c'est vraiment notre porte d'entrée pour permettre à des jeunes de se dire le numérique c'est finalement plein de choses et ça peut me permettre de développer des compétences qui peuvent débloquer certains parcours ou susciter certaines vocations. Et après, pour nous, justement pour pas tomber dans cette simple proposition d'activité, ce qui est important pour nous aussi, c'est la façon finalement dont on accueille et dont on se met à l'écoute des besoins des jeunes quand ils sont là, pour faire en sorte qu'ils aient envie de revenir après, pour proposer eux-mêmes des actions qui leur sont propres. Donc ça, c'est un travail qui est en cours pour nous et qu'on espère pouvoir développer de plus en plus là avec la réouverture des activités de manière un peu plus souple. Voilà, en gros. Merci Céline. Du coup, pour vous, c'est vrai que cette dimension de la jeunesse, elle vient quand on a préparé ce webinaire, tu nous disais vraiment sur le développement des compétences autour du numérique, autour du métier du numérique. Voilà, c'est-à-dire que vous venez compléter votre offre, en tout cas ce qui s'y passe sur le tiers-lieu, pour que cela soit accessible à tous les jeunes. Amor, est-ce qu'il y a des questions dans le chat, peut-être avant de donner la parole à nos experts? Alors justement, il y a des questions ou des commentaires peut-être qui peuvent faire réagir les experts. Il y a un premier point effectivement sur des retours qu'il y a eu sur les interventions et sur effectivement une question liée à un préalable qui peut être nécessaire pour travailler quand on est un tiers-lieu avec les jeunes, qui est la dimension finalement d'être capable sur un territoire de nouer des partenariats ou des coopérations. Donc effectivement, il y a eu des retours là-dessus pour savoir effectivement dans quelle mesure, dans le cadre des tiers-lieux, et justement de l'action pour permettre de donner une place aux jeunes dans ces tiers-lieux, cette question du partenariat, alors peut-être et de la coopération avec les jeunes, mais aussi avec d'autres parties prenantes. Et puis aussi, il y a une autre question qui est apparue. Du coup, on a des questions effectivement directement aux organisateurs, mais c'est finalement quid finalement des politiques jeunesse et de la relation avec la dynamique des tiers-lieux, puisqu'effectivement sur nos territoires, on a un certain nombre de politiques jeunesse portées par des institutions. Et au final, dans quelle mesure finalement les tiers-lieux peuvent trouver aussi une place là-dedans, sachant qu'effectivement, Véronique Borde nous a dit au départ que c'était pas forcément, on n'était pas dans l'activité on était plutôt dans l'expérimentation et dans une autre forme finalement d'intervention avec les jeunes. Donc voilà, donc
de 2 axes, un sur coopération et partenariat, et puis l'autre sur le lien avec les politiques jeunesse. Je ne sais pas si Lucille ou Sophie ou Véronique, vous voulez réagir sur ces points-là? Moi, je veux bien juste dire un mot sur les coopérations, puisque c'est vrai que j'ai évoqué l'écosystème. C'est vrai que bon, là, on parle d'experts, mais c'est vrai que nous, on n'est pas experts de la jeunesse, mais on a une ruche qui a été montée dans une mission locale à Péronne. Et en fait, on s'est rendu compte que nos actions elles avaient du sens si on travaillait vraiment avec les acteurs qui avaient pour cœur de mission des jeunes en bénéficiaires et qu'on arrivait non pas avec des solutions ou des services voilà, tout prêt, tout imaginé, mais avec une dynamique de co-construction où on peut d'ailleurs inclure, et c'est même recommandé, des bénéficiaires et de voir comment on est accueilli et comment on peut créer cette dynamique de parcours. Et c'est pour ça que c'est extrêmement long. Enfin voilà, on prend plusieurs mois avant de pouvoir proposer quelque chose pour bien cartographier ce qui est déjà fait, ce qui peut être attendu vis-à-vis d'un acteur comme nous, surtout pas froisser les dispositifs qui sont déjà en place s'il y a des points de frottement et donc venir vraiment dans une posture de complémentarité. Mais en effet, le gros enjeu pour nous, c'est de capter le public. Alors, on les appelle parfois les invisibles, mais il y a bien des gens qui les côtoient et du coup, c'est vraiment d'aller nouer des partenariats avec ces personnes, au moins pour faire savoir qu'on est prêt à les accueillir et qu'on a envie justement de les écouter et de les entendre. C'est un travail de très longue haleine. Alors du coup, ces invisibles, Véronique, sur ces politiques jeunesse, peut-être vous avez des choses à nous dire? Alors, plusieurs choses. Donc, c'est vrai que le partenariat, c'est quelque chose d'important. Enfin, et penser comme du partenariat et non comme de la collaboration, c'est-à-dire comme ça vient d'être expliqué, venir et co-construire, puisque très souvent on parle de partenariat alors qu'on fait de la collaboration, c'est qu'on fait venir des gens et on les fait intervenir sur des choses. Ça, c'est pas du partenariat, c'est de la collaboration. Donc, faire très attention à comment on monte son partenariat et surtout faire très attention que le tiers-lieu, parce que c'est le risque là, devienne pas un autre lieu institutionnalisé pour les jeunes, quoi, ou pour d'autres publics. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'il faut que ce lieu, il soit un lieu ouvert et dans lequel on puisse imaginer. Ça, c'est vraiment important puisqu'on ne vous laisse plus rien imaginer nulle part. Moi, quand je fais le test avec des professionnels en formation et je leur dis, vous avez le droit d'imaginer, vous n'avez pas de limite, ni de budget, ni de rien, ben, c'est très compliqué pour eux d'arriver à les décoller de toutes les contraintes dans lesquelles on est tous enfermés et où on nous maintient de façon quotidienne. Donc, comment on arrive dans ces lieux-là à faire sauter ces contraintes et à laisser l'imaginaire poursuivre. Et attention, sur les politiques jeunesse locales, les 3/4 du temps, ce qu'on appelle politique jeunesse au niveau local ou national, ce sont des dispositifs. C'est pas une politique jeunesse. Donc, si le tiers-lieu doit pas être un dispositif parmi d'autres dispositifs, parce que ça va devenir ce que mes collègues de Sciences Po nomment des instruments pour gouverner. C'est-à-dire que on va se servir finalement des tiers-lieux, comme on s'est servi des espaces jeunes à une époque, pour contrôler la jeunesse, savoir où ils sont, on sait ce qu'ils font, on est tranquille. En plus, on peut proposer un affichage institutionnel. Vous voyez, on s'occupe de nos jeunes, tout ça, tout va bien, c'est merveilleux. Et donc, à mon sens, ces espaces-là, il faut vraiment qu'ils échappent à cette, qu'ils soient pas un dispositif en plus d'un autre, voilà, qui viennent pas même en faisant un diagnostic en disant bon, il manque quoi, on va se mettre où. Pour qu'une politique jeunesse existe, il faut avoir une réflexion politique autour de la jeunesse et avec la jeunesse. Donc, les tiers-lieux, à mon sens, c'est vraiment un espace dans lequel on doit pouvoir faire venir les jeunes ou alors, attention, sortir de cet espace, ne pas rester enfermé dans l'espace physique, d'accord? Parce qu'un tiers-lieu, ça ne peut pas se limiter à un espace physique. Il faut vraiment le penser aussi à l'extérieur. Donc, aller à la rencontre des jeunes ou des jeunes invisibles, ils ne sont pas si invisibles que ça. On sait très bien où ils sont en général dans les territoires. Pourquoi? Parce que si on reste que sur des partenariats qui vont nous emmener des jeunes, le risque, c'est qu'on va avoir des jeunes qui sont déjà insérés, qui sont déjà dans des dispositifs, qui ont déjà l'habitude de tout ça, et on va complètement zapper les autres. Donc, l'idée, c'est d'arriver à avoir effectivement ces partenariats pour toucher ça, mais aussi être en capacité de sortir, d'aller dehors
et ça prend du temps. Et il y avait une question, mais comment on fait pour les capter et tout? On les capte pas, en fait, on va à leur rencontre, on discute. En fait, c'est une question de confiance et d'envie. C'est comment, comment les jeunes vous font confiance et comment, à force de discuter, de vous rencontrer, d'échanger, c'est du temps à passer, à traîner. Moi, je dis traîner toujours, et pour pouvoir accrocher les jeunes et leur donner envie de venir, quoi, et non pas les obliger à venir ou faire en sorte, voilà. Donc ça, c'est vraiment important, cette histoire de faire attention, de ne pas se retrouver un dispositif parmi d'autres dispositifs hyper institutionnalisés et qui va retomber finalement dans les travers de ce qu'on connaît aujourd'hui sur des choses contraintes, cadrées, enfermant. Enfin, je vous passe les adjectifs, hein, je vous laisse. Alors, merci Véronique. Je sais que Benjamin a vraiment, vraiment envie d'intervenir, mais encore un peu de patience. Je le vois prêt à sauter sur son micro pour réagir, mais je voudrais qu'on donne la parole à Lucille de la coopérative sur cette dimension de coopération et de partenariat juste avant. Et promis, après, c'est à toi. Je me suis trompée. Oui, c'est l'heure du goûter. J'ai une invitée surprise derrière moi. Sur la question de la coopération, en fait, je pense que c'est quasiment la même question qu'on peut se poser aujourd'hui sur la question de la coopération autour de l'emploi en général, où on sent bien que les acteurs de Pôle emploi, les institutionnels, les entreprises commencent à travers les territoires zéro chômeur à travailler de concert au niveau local. Et je pense qu'il y a quelque chose de cette coopération-là qui est un petit peu similaire, mais avec d'autres types d'acteurs. Donc, je pense que ça se réveille et que les collectivités locales se sentent plus légitimes aussi à aller sur ces sujets-là. Je parlerai aussi sur la question des politiques jeunesse. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit et le risque de l'institutionnalisation à travers des dispositifs et des financements spécifiques. Ça risque de figer énormément quelque chose qui était de l'ordre du spontané. Donc voilà, je pense s'il y a un dispositif à imaginer, c'est un dispositif où le cadre il est innovant, c'est-à-dire qu'il n'est pas prédéfini, et c'est un cadre qui permet de construire à l'intérieur à partir justement d'idées qui ne sont pas préconçues, etc. Et en fonction des régions, il y a des cadres spécifiques d'innovation comme ça qui peuvent se révéler, mais c'est quand même, on est encore majoritairement sur des dispositifs massifs et descendants qui correspondent à certains objectifs, certainement, mais en tout cas, il n'y a pas de dispositif pour l'imaginaire, quoi, aujourd'hui. Merci Lucille. Moi, je retiens cette dimension de construire un processus dans les tiers-lieux. Du coup, alors dernière porte d'entrée qu'on a choisi de prendre aujourd'hui et qui n'est pas la dernière porte d'entrée qu'on peut avoir pour faire une place ou traiter ou accueillir les jeunes dans des tiers-lieux. Mais cette dimension, cette porte d'entrée, nous on a appelé autour de l'engagement. Et du coup, je laisserai tout simplement la parole à Benjamin Paulin, qui est secrétaire national de la du MRJC, autour de la Fabrique du monde rural, qui va nous présenter du coup la démarche des MRJC qui est en expérimentation autour des tiers-lieux depuis plusieurs années maintenant. Et du coup, je suis sûre que tu as plein de choses à nous dire et à réagir sur les derniers propos qui ont eu lieu. Ouais, j'aurais plein de choses à dire en effet sur tout ce qui a été dit. C'est vrai sur la question de la diversité des jeunesses rurales, elle est assez importante. En effet, il y a une vraie diversité. Nous, on a l'habitude de travailler avec la typologie de Madame Gambino avec trois typologies de jeunes, ceux qui se sentent piégés sur leur territoire, ceux qui voient leur territoire rural plutôt comme un refuge, donc ils font des allers-retours, qui sont plutôt étudiants, donc allers-retours ville-campagne, et ceux qui se projettent vraiment sur les territoires ruraux comme un cadre de vie, un espace de possible. Et en effet, je partage parfois aussi les injonctions à l'engagement que peuvent avoir
que peuvent être défendus par les politiques publiques et aussi les limites aussi qu'on peut avoir sur l'analyse de réponse à des besoins de jeunes qui voient aussi le jeune comme parfois un être incomplet qui aurait besoin d'être assouvi par des réponses à un besoin. Nous, on a tendance à voir les jeunes comme des ressources et du coup à les amener à pouvoir prendre part à la vie de la cité. Donc je vais présenter un peu déjà le MRJC en tant que tel, et puis après du coup un peu aussi la dynamique qu'on a autour des fabriques du monde rural, donc les tiers-lieux qu'on développe dans les territoires ruraux. Donc déjà le MRJC, alors si tu veux tu pourras cliquer parce que c'est une voilà super, c'est une merci, c'est une association d'éducation populaire. Donc une vieille asso de jeunes qui est donc j'ai mis un peu des chiffres clés, donc qui a un espace de non mixité. Donc c'est assez spécifique, c'est-à-dire qu'elle est gérée animée par des jeunes de 13 à 30 ans. Donc ça produit des choses singulières aussi dans le développement du pouvoir d'agir des jeunes. Le fait d'être en non mixité, ça permet de construire aussi une légitimité. Voilà, il y a aussi une limite dans l'engagement. Qui nous oblige aussi à être dans un perpétuel renouvellement, une perpétuelle réflexion sur les futurs responsables. Alors sur l'engagement, on envisage l'engagement comme quelque chose comme plutôt un parcours, voilà, qui n'est pas figé, il n'y a pas de parcours type, il y a des parcours d'engagement. Donc après, il y a plusieurs éléments qui caractérisent ces parcours. Au MRJC, il y a vraiment l'accent qui est mis sur les parcours d'engagement collectif, avec le fait d'être entre pairs, de partager ses vécus, de partager ses interrogations, de mener des projets communs à sa mesure, et du coup à travers ça aussi développer une capacité d'agir. Ensuite, il y a encore des petites choses. Ah oui, je sais bien, j'arrive et je ne voulais pas tout Super. dévoiler. Évidemment, dans les parcours, en fait, on met l'accent aussi sur le questionnement sur le sens. Donc actuellement, ce qu'on voit de la jeunesse, voilà, pas que de la jeunesse, mais il y a un vrai questionnement sur le sens, le pourquoi on fait ça, pourquoi on travaille, ce qu'on veut défendre, ce qui mérite qu'on passe de l'énergie. Donc, au sein du MRJC, il y a vraiment cette culture de questionner le sens. Donc, ça passe par notamment la relecture. Donc, c'est des moments où on se repose sur ce qu'on a vécu individuellement et collectivement dans l'année. Et puis, ça permet de questionner le sens. Aussi, un élément fort dans nos parcours d'engagement, c'est l'interpellation. Donc, c'est un processus qui fait que dans un collectif, on décide de demander, d'inviter des personnes à prendre des responsabilités. Et donc ça amène aussi à des jeunes qui parfois ne se sentent pas légitimes et ne se sentent pas compétents ou ne se sentent pas suffisamment conscients des enjeux, à passer le pas en fait de la prise de responsabilité dans un collectif, dans nos instances de décision. Donc c'est un vrai point intéressant sur nos parcours d'engagement. Ensuite, après, dans les parcours d'engagement, on a plusieurs portes d'entrée. Donc là, voilà, évidemment, ces parcours, ils commencent quelque part. Donc voilà, ça peut être des formations BAFA, des formations à l'animation, aussi la famille. Donc il y a plein de portes d'entrée assez variées, des séjours éducatifs, les amis, le bouche à oreille. Voilà, on avait aussi, par notre histoire de mouvement d'action catholique, on a une porte d'entrée par les paroisses, qui est une porte d'entrée qui réduit fortement par l'ancrage de l'Église catholique qui diminue, et notamment et d'autant plus l'action catholique, avec parfois une Église aussi qui se rigidifie et qui devient qui est plus dans une logique identitaire que dans une logique d'émancipation, et donc qui est moins aussi à même de permettre à des jeunes de vivre ces parcours d'engagement. Et donc, du coup, aussi, les fabriques du monde rural, les tiers-lieux qui sont des portes d'entrée en émergence aussi dans notre mouvement. Donc, pour aller un peu dans le détail des fabriques du monde rural, donc, ça fait évoluer aussi nos parcours d'engagement par plusieurs aspects. Donc, déjà, l'ambition qu'on a derrière ces tiers-lieux qui intéresse les jeunes, qui ont envie d'avoir aussi un impact dans leur territoire, mais aussi dans la société en général. Un impact vertueux sur la transition écologique, sur aussi les relations, sur l'accueil des publics, des personnes en migration ou exclues.
Donc, c'est vraiment cette dimension impact qui attire aussi dans nos fabriques du monde rural. Ensuite, on a la dimension aussi, en effet, du lieu physique dont parlait, je ne sais plus qui en parlait, peut-être Céline. Donc, le fait de pouvoir s'approprier un lieu et du coup du fait que l'engagement au sein du tiers-lieu, ça se voit, voilà, quand on construit un hôtel à insectes, on le voit, il reste. Quand on crée un jardin ou qu'on plante un arbre, il reste. Et donc, du coup, il y a un attachement qui se fait aussi par le lieu physique et aussi par le savoir-faire qui est assez complémentaire aussi avec cette dimension recherche sur le sens. Voilà. Après, on a voilà, dimension internationale. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu nouveau et en même temps, c'est pas nouveau parce qu'on a un réseau. Même si on a un mouvement de jeunes, on est aussi en lien avec un réseau assez d'anciens du mouvement, etc. Donc qui est assez important. Mais là, c'est dans nos fabriques, on s'appuie aussi sur un réseau de plus de 30 ans qui sont engagés dans cette dimension-là de tiers-lieu et aussi la dimension expérimentation. En effet, le droit à l'erreur, c'est un espace où on peut tenter des choses, où on peut se dire, voilà, si on faisait un poulailler, oui, on fait un poulailler et puis on voit ce que ça donne. Moi, ce que j'ai envie de dire sur les tiers-lieux, c'est qu'il y a un peu la tension qui a été un peu soulevée de dire comment on est entre la dimension programmatique, parce que du coup, il y a besoin parfois de programmer des choses, d'avoir des projets, des feuilles de route sur plusieurs années aussi dans le lien avec les partenaires, et en même temps, comme on laisse la place au spontané. Et donc, du coup, c'est ce travail-là, laisser l'espace à ce qui émerge aussi des personnes qui sont là et qui passent, qui participent à des activités. Voilà, et puis aussi, peut-être aussi sur la place des jeunes, souligner peut-être l'importance aussi que peut avoir la place de la non-mixité dans les tiers-lieux. Donc, c'est un peu inattendu qu'on parle de lieux ouverts à tous, mais en fait, il me semble que ouvert à tous, pour des jeunes en tout cas, la non-mixité permet la non-mixité générationnelle permet de parfois se sentir plus légitime de prendre la parole, de décider, et puis voilà. Et donc du coup, moi sur la question des tiers-lieux, je pense que c'est important de se questionner sur la finalité. Et donc, en effet, que la place que prennent les jeunes dans les tiers-lieux, elle soit pas uniquement cosmétique, mais qu'il y ait une vraie volonté, une vraie vision collective de se dire que le tiers-lieu participe aussi à une émancipation des jeunes et qu'il ne soit pas juste une émancipation qui est liée à l'employabilité future des jeunes, mais bien une insertion sur leur territoire dans des réseaux de sociabilité vertueux et aussi une capacité à agir à la fois sur leur territoire et dans la société. Voilà, désolé, j'ai peut-être été un peu long. Non, merci beaucoup, Benjamin. Mais du coup, c'est vrai qu'on a un peu controverse entre les différents, les autres propos, qui est de dire la non-mixité intergénérationnelle dans un tiers-lieu. Est-ce que ça fait réagir peut-être nos experts sur ce sujet-là? Moi, j'ai pas de réaction particulière sur la non-mixité. Nous, on n'a pas des tiers-lieux en tant que tels. Donc, je passe la parole à celui qui le souhaite. Alors peut-être, du coup, en attendant… Ah, Véronique, peut-être vous vouliez réagir. Oui, sur la non-mixité, après c'est des choix. Bon, moi ça me pose pas de problème si ça n'amène pas vers, mais je sais que c'est pas le cas pour les MRJC, pardon. Mais il faut pas que la non-mixité amène l'enfermement, voilà. Mais je sais que c'est pas le cas pour vous. Mais c'est toujours la difficulté quand on interdit des choses, c'est toujours la difficulté de ne pas se retrouver enfermé ou de ne pas se retrouver dans un système, exclusif, quoi. Voilà. Mais je sais que pour vous, c'est pas le cas. Je connais un peu ce que vous faites. Du coup, vas-y, Benjamin, excuse-moi.
Oui, mais je comprends que ça peut surprendre, mais c'est vrai que nous, on fait le constat que c'est vraiment, c'est un outil qui est aussi qui n'a pas vocation à être utilisé dans l'ensemble des espaces. Il y a aussi besoin de moments carrefour entre l'ensemble des participants au tiers-lieu. Mais ça permet parfois une parole plus libérée par rapport à des personnes qui sont figures d'autorité, des personnes qui ont déjà un ancrage important sur le territoire et qui sont figures d'autorité. Et le fait de permettre des espaces voilà, où on est entre pairs, où on partage des vécus, eh ben, ça permet aussi de prendre conscience aussi de nos enjeux communs dans une dimension aussi politique, mais au sens noble, dans une dimension, voilà, on prend conscience de nos enjeux communs et comment on peut agir et comment on peut peut-être aussi faire émerger une parole intéressante et construite sur le territoire. Moi, je vais aussi partager un témoignage que j'ai vécu du coup sur un tiers-lieu où on a eu le témoignage d'un maire qui disait qu'il était en visite dans une maison familiale et qui demandait aux jeunes, voilà, quels sont vos besoins sur le territoire, à votre avis, qu'est-ce qui manque sur notre territoire? Donc, c'est un village, voilà, c'est 500 habitants. Et du coup, il était surpris de voir que les jeunes ont dit, bah voilà, ce qu'on voudrait, nous, c'est un bowling et un Burger King. Et donc, moi ça m'a fait un peu réagir parce qu'en effet, pour moi, c'est pas comme ça que j'envisage la participation des jeunes à la politique publique. C'est un vrai parcours. C'est pas simplement en demandant aux jeunes quels sont leurs besoins qu'on construit une politique jeunesse, mais c'est aussi c'est un parcours plus long qui permet d'aboutir à des éléments intéressants. Merci Benjamin. Amor, est-ce que a priori tu as des questions dans le chat? Je te laisse. Alors oui, c'est des questions, des commentaires, notamment sur un des aspects qui a été évoqué alors par tous les projets finalement, qui disait que justement travailler sur la place des jeunes, il fallait du temps, il fallait nouer des partenariats, et du coup, et si on reprend aussi l'intervention de Véronique Borde, ne pas forcément se rester enfermé dans une logique de dispositif, parce qu'effectivement, on pouvait être dans une logique d'instrumentalisation. Et donc se pose la question du coup derrière finalement du financement de cette place des jeunes au sein des tiers-lieux. Et c'est vrai que c'est une question, je pense, qui peut être posée à la fois aux porteurs de projets, mais aussi aux experts. C'est-à-dire qu'effectivement, pour pouvoir justement développer ce type d'action et ce type d'expérimentation, il y a un besoin aussi de moyens. Et donc, effectivement, quid de cette question des moyens pour les uns et les autres qui travaillent sur ces questions. Je ne sais pas qui veut réagir. Moi, je peux répondre sur notre partie. De façon générale, en fait, la ruche, on s'occupe des publics qu'on appelle sous-représentés dans l'entrepreneuriat à impact. Et en effet, c'est des personnes qui n'ont pas les moyens de payer les dispositifs. Et donc, c'est vrai que systématiquement, on va aller chercher des personnes, des donneurs d'ordre, des partenaires qui s'engagent à aider ces publics-là ou qui ont intérêt à les accompagner. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que nous, tout ce qui est concernant nos actions auprès des jeunes ou des quartiers prioritaires de la ville ou des publics réfugiés, c'est essentiellement du mécénat à travers des fondations d'entreprises privées ou parfois aussi du financement public. Donc on répond à des appels à projets. L'expérience me rappelle que quand on a un projet qui démarre, on met à peu près une bonne année, enfin entre 12 et 18 mois pour assembler les fonds. Et donc, c'est vrai que là, sur le parcours JOSE, par exemple, on fait ça vraiment à l'euro, on va dire, avec le soutien de l'Europe. Mais on espère que ça puisse faire tremplin, qu'on puisse avoir des arguments ensuite, des choses à montrer pour aller chercher d'autres partenaires. Et donc, j'ai répondu à plusieurs appels à projets dans le cadre du plan de relance, de fondations privées, etc. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un dédié à la recherche de ces fonds-là, puisque pour l'instant, on a un modèle économique
avec de l'autofinancement ou des financements de revenus commerciaux, on ne les a pas trouvés sur ces publics pour l'instant. D'autres personnes? Ah bah, Véronique. Si je peux réagir, je trouve que c'est bien la réaction qu'on vient, enfin le témoignage qu'on vient d'avoir, parce que c'est pas tellement les financements, c'est pas tellement comment on va faire pour demander des financements, c'est plutôt quel genre de financement on va aller chercher. Enfin, j'essaie de m'expliquer. C'est-à-dire que le fait d'être toujours en train de se dire non, mais pour pouvoir faire un projet et pour pouvoir avoir les financements, il faut rentrer dans un certain cadre. Ça a amené le milieu associatif et de nombreuses fédérations et de nombreuses associations, quelles qu'elles soient, à devenir complètement dépendants des financements d'État. Et ce qui a posé problème quand à un moment donné, il y a eu un basculement en disant eh ben, les financements ne seront plus automatiques, ce sera sur appel à projet, appel d'offres, où on s'est retrouvé dans une espèce de mise au marché où les associations devaient répondre à des marchés, etc. Ça a entraîné un certain nombre de difficultés et d'actions que je dirais assez perverses qui font qu'à un moment donné, l'idée des financements, évidemment qu'il faut du financement, je suis absolument d'accord, mais plutôt que de dire comment on va proposer un projet pour qu'il rentre dans les financements, c'est plutôt se dire comment, à partir du projet que l'on a, on peut aller chercher des financements, comment on va chercher des financements et comment on trouve, on va pas juste aux financements qui nous sont proposés par l'État ou les collectivités territoriales, mais bien comment on regarde d'autres sources de financement possibles qui, du coup, nous libère un peu de la dépendance à l'État, la dépendance aux villes, la dépendance aux collectivités territoriales et tout, qui forcément ont des influences ensuite sur les actions mises en place. Donc c'est plutôt que de se dire comment on peut rentrer un projet comme ça dans un financement, c'est plutôt se dire quand on a un projet, quel genre de financement on va chercher. Comment on va le chercher, auprès de qui. Après, c'est vrai que c'est un vrai boulot d'aller chercher des financements. Ça, je suis d'accord. Benjamin, tu voulais réagir? Oui, bah, je suis complètement d'accord. C'est vrai que c'est aussi une question de souveraineté, de ne pas dépendre uniquement des financements publics. On essaie avec plus ou moins de réussite au MRJC à avoir un financement en trépied avec un tiers de fonds propres, un tiers de financement public et un tiers de financement privé pour aussi avoir une souveraineté dans notre projet associatif. Et puis c'est vrai, je partage ce qui a été dit par Madame Borde, mais en même temps, parfois pour que les projets émergent, en fait, on a besoin aussi d'un accompagnement qui n'est pas toujours. Il faut réussir à financer aussi ce travail-là d'accompagnement dont on a parlé, notamment sur l'engagement des jeunes dans des tiers-lieux, qui n'aboutit pas forcément toujours à des projets qui sont valorisables, mais qui nécessitent du temps. Et donc, comment on est en mesure aussi de financer ce temps-là, en fait, qui est du temps de relation, du temps d'échange, du temps d'aller vers, du temps où on traîne, oui, c'est ça. Et du coup, c'est ce temps-là, en fait, qui est en fait nécessaire et qui fait le terreau des projets, que ce soit des projets d'entrepreneuriat, mais aussi des projets des engagements des jeunes dans leur territoire. Voilà. Pierre-Marie, je t'ai vu réagir à travers la caméra. Est-ce que tu voulais intervenir? Non? Non, pas forcément, ça m'évoque aussi plein de choses parce que c'est tout le travail qu'on fait sur nos structures, à essayer de jongler justement entre les difficultés financières qu'on peut rencontrer par des dispositifs qui sont parfois lourds à mettre en place, ou en milieu rural, on a du mal à atteindre aussi ce qui est préconisé dans le cadre de ces dispositifs. On parlait de l'État et des accueils de jeunes ou des accueils de loisirs ados, où il faut un nombre de personnel conséquent par rapport à un nombre de jeunes. C'est parfois compliqué de structurer ça en milieu rural. Il faut qu'on soit, comme on l'est souvent, sur de la multiplicité des dispositifs, qu'on aille autant sur de l'institutionnel que du privé, que du mécénat, qu'on joue aussi sur le bénévolat. On n'en a pas tout le temps parlé, mais on a aussi beaucoup de bénévoles qui sont engagés dans nos associations, mais qui veulent aussi s'engager pour la jeunesse. On a des grands ados qui sont prêts à donner du temps
pour les plus petits ados. On a des jeunes qui sont de retour et qui créent leur entreprise ou qui travaillent sur le site, qui veulent mettre en place des choses. C'est comment on intègre tous les pairs, tous les gens qu'on a autour de nous pour nous soutenir en fait dans les actions qu'on veut mettre en place. Et on le voit depuis le début, le tiers-lieu, il a ce rôle-là, c'est de redonner de la dynamique sur l'engagement local, et on intègre des jeunes, on intègre ces nouvelles personnes dans nos associations qui étaient parfois gérées, à famille rurale en tout cas, par des gens d'un âge peut-être un peu plus avancé ou qui avaient plus de temps, plus de capacité à prendre des responsabilités. Et c'est un des espaces où on peut réimpliquer tout le monde. Donc il faut arriver à jouer un peu sur tous les tableaux pour financer des postes salariés qui viennent soutenir les dynamiques bénévoles et qui permettent d'aller au bout des projets. Et peut-être, si je peux me permettre de me ramener aussi une notion, c'est oui, il y a donc trouver les dispositifs qui peuvent nous financer, c'est aussi trouver les gens qui ont intérêt à payer pour accompagner cette jeunesse, etc. Et du coup, nous, on se pose souvent la question de comment on mesure, comment on évalue l'efficacité de cette expérimentation et comment on va en faire des arguments pour aller justement convaincre soit des fondations d'entreprises, soit des collectivités. Et donc, du coup, si vous vous posez des questions de mettre en place des dispositifs auprès des jeunes, nous, avec le programme, on va vraiment essayer de savoir combien ont une augmentation de la confiance en eux, combien ont créé vraiment une activité, etc. Même si c'est sur un échantillon très petit, c'est de dire créons notre mettons toutes nos chances de côté pour prouver que c'est pas qu'une intuition ou c'est pas seulement 10 personnes qui étaient dans une formation, mais qui a un réel impact direct sur cette jeunesse et indirect sur ce que ça peut apporter pour un territoire. Et donc, ça demande un travail supplémentaire à côté de la recherche de financement, de se dire mais c'est quoi l'impact qu'on va avoir pour le projet et du coup qui a intérêt à payer pour que cet impact se réalise. Et généralement, ça ouvre aussi un champ des possibles. Merci Sophie. Moi, on arrive bientôt au terme de ce webinaire. Moi, je retiens plein de choses et forcément, je vais en oublier, mais pour moi, ce que je retiens, c'est que les tiers-lieux et les jeunes, c'est un espace de transition pour les jeunes, c'est un espace d'émancipation qu'il faut penser la place des jeunes. Qu'il faut construire, j'ai entendu construire les conditions d'accueil, construire un processus au-delà qu'une réponse ou des offres clés en main, qu'il faut penser à de la coopération sur les territoires, penser à une dynamique d'écosystème. Et j'oublie sûrement plein de choses que vous avez dit tous. Voilà. Du coup, Lucille, notre intervenante de la coopérative des tiers-lieux, notre experte, est-ce que peut-être quelques mots avant la fin de ce webinaire? En effet, c'est compliqué de résumer tout ça parce que en fait, on sent bien qu'il y a plein d'objectifs différents. Il y a des objectifs qui sont à la fois de mettre en mouvement collectif des jeunes qui se connaissent pas sur un territoire, à la fois de pouvoir développer le pouvoir d'agir et donc de créer des conditions un peu de création ou d'idéation d'idées. Et à un moment donné, j'ai vu aussi une question sur le handicap. Et il me semble qu'il y a quand même un truc aussi dans le tiers-lieu qu'on n'a pas du tout évoqué aujourd'hui, qui, à mon sens, peut être aussi un gros levier d'action demain, c'est sur la question de la formation ou en tout cas des espaces un peu de partage d'expériences, de compétences et voire même de la formation pro parce que on se rend compte que là, les tiers-lieux maillent énormément le territoire et notamment en milieu rural et que souvent les jeunes partent en priorité pour pouvoir faire leurs études à droite, à gauche, etc. Et qu'il y a peut-être un endroit dans le tiers-lieu aussi où cet espace d'apprentissage, il peut s'opérer. Il peut s'opérer à travers du faire, de l'artisanat, de la rencontre avec des artisans, voilà, sur d'autres types de fabriques, quoi, en tout cas. Voilà, moi je suis pas spécialisée de la jeunesse, mais je me rappelle avoir été jeune avant et j'étais pas
très facile. Et je me rappelle de ce bar des jeunes et de ces espaces où il n'y avait pas un adulte qui passait la porte et qu'on était vraiment en complète autonomie. Alors, ça ne veut pas dire que c'était, il y avait beaucoup d'actes de création de notre part, mais il y avait quand même beaucoup de rencontres qui se faisaient. Et en fait, ça a été supprimé au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que ça n'existe plus. Il y a toujours des maisons pour les jeunes, mais il y a toujours un animateur qui est là, etc. Et donc, il n'y a plus de zone complètement franche et libre où c'est un endroit qui est un peu cocon et qui est complètement dédié, qui est quand même piloté. Il y a quand même du monde, des institutionnels et tout ça. Mais en fait, j'ai envie de dire qu'il faut aussi penser à ces endroits-là où on allait. Où on allait enfin, il y avait la nature, il y avait ces espaces-là de lieux. En tout cas, il y a des points repères. Et donc, voilà, l'enjeu, en tout cas, c'est de faire en sorte que ces tiers-lieux deviennent des points repères pour eux, qu'il y ait des curseurs en termes d'autonomie, de liberté, et que voilà, le cadre qui est proposé, en tout cas les conditions soient favorables pour que voilà, ils puissent développer leur capacité d'agir, quoi. Voilà. Qui n'a pas été dans un petit bar de jeunes quand même? Merci beaucoup, Lucille. Peut-être, Véronique, je vous proposerais peut-être de nous, pour conclure un peu, si vous avez si vous voulez dire quelques mots avant qu'on donne la parole à Florence pour clôturer ce cycle de webinaire. Oui, moi je dirais que effectivement, enfin, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, et puis je conclurai, je ne vais pas être trop longue, mais pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, quand on regarde l'histoire de la jeunesse en France, on comprend pourquoi on met les jeunes dans des lieux institutionnalisés, puisque à partir des années 80, le but, ça a été de surveiller la jeunesse. Donc, si on peut les mettre dans des endroits où on sait ce qu'ils font et où ils sont, évidemment, alors les bars pour les jeunes, tout ça, c'est pas bien parce qu'il n'y a pas de contrôle. Et ça pose problème, voilà. Et vous savez qu'un bon jeune, c'est un jeune qu'on ne voit pas, et qu'il soit urbain ou qu'il vive dans le milieu rural, c'est la même chose. Donc c'est vrai qu'on a évolué dans la société et que des espaces comme ça qui se faisaient où il y avait que des jeunes, on en voit moins, mais ça existe parce qu'ils ont été recomposés autrement, c'est-à-dire qu'ils sont pas dans des espaces repérés comme des bars ou des choses comme ça, mais les jeunes ont des espaces dans lesquels ils se retrouvent et des espaces complètement informels. Donc, quand on essaie de travailler avec les jeunes, c'est en tout cas en recherche ou même, enfin, avant de mal tourner, d'être chercheur, j'étais animatrice. Et quand j'étais animatrice, j'allais chercher je repérais où étaient les jeunes en fait, où se posaient les jeunes. Il y a toujours un endroit où sont les jeunes, enfin où ils se retrouvent, etc. Et donc, c'est comment on arrive justement à tisser, à lier dans des espaces informels pour les amener vers des espaces qui ne sont pas formels ou institutionnalisés au sens de les faire fuir, puisque finalement les jeunes fuient souvent les espaces trop institutionnalisés et trop cadrés par les adultes, quoi. Peut-être pour finir, dire que finalement, quand on vous écoute, c'est vraiment, je voulais vous remercier pour les témoignages, c'est très intéressant. Et quand on vous écoute sur les possibles de ce que l'on peut développer finalement dans les tiers-lieux, on se dit que finalement, ce tiers-lieu, c'est un seul mot pour un nombre incroyable de possibilités. Et je trouve que ça, c'est riche et il ne faut pas le perdre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber dans le travers de tout ce qui a été fait pour la jeunesse depuis les années 80 en matière d'organisation d'espace, où tous sont faits sur le même modèle, en fait, finalement. Et en gros, c'est à peu près le même modèle qu'on retrouve partout. Et la possibilité de ces espaces-là, ces tiers-lieux, c'est justement sous un même nom, d'avoir plein de formes différentes. Et je trouve que c'est aussi la possibilité, enfin, la forme du tiers-lieu donnera à voir qui sont les jeunes qui y sont dedans ou qui sont les personnes qui y sont. Donc, c'est comment ces tiers-lieux vont être à l'image des gens qui le fréquentent finalement. Et si c'est le cas, ça veut dire aussi que les gens qui les fréquentent agissent pour la formulation ou pour la mise en œuvre ou pour l'organisation ou pour la gouvernance, pour tout ce que vous voulez dans ce tiers-lieu. Donc du coup, de nombreuses possibilités à ne pas oublier et je dirais que la seule limite doit ou devrait être finalement le potentiel de l'imaginaire que l'on peut développer. Et c'est ça la limite, c'est-à-dire que quand on n'arrive plus à imaginer, je pense qu'on est au bout de ce que l'on peut
ce que l'on peut proposer, produire, etc. Mais du coup, quand on ne peut plus imaginer, il faut s'inquiéter. Donc voilà. Merci beaucoup Véronique. Merci à tous nos intervenants pour ce webinaire. Je laisse Florence conclure sur ce webinaire et ce cycle du coup de webinaires qui s'achève pour la Fédération régionale Nouvelle-Aquitaine. Florence, je pense que voilà, ça y est. Vous m'entendez? Oui. Ok. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est que d'abord, j'ai trouvé ce webinaire super intéressant. Bon, je vois qu'il est 17h29, mais je vais quand même prendre 2-3 minutes. Alors moi qui ai été biberonnée au MRJC dans les années 70, où il est Benjamin? Oui, je vois, c'est bon. J'ai cru mal entendre quand vous avez évoqué la mixité. Je me suis dit, non, mais j'ai pas bien dû entendre. Et donc, moi qui suis d'une génération où on a appris à prendre la parole, à prendre des responsabilités, etc., de 72 à 78, vous voyez, ça date, hein. Et finalement, ça explique mon engagement aujourd'hui à Famille Rurale et comment j'ai encore envie de m'investir dans la création des tiers-lieux dans nos territoires ruraux, comment je défends ça ardemment. Et ce souci, enfin, c'est pas ce souci, c'est cette volonté de laisser la place aux jeunes et surtout dans la créativité, dans la gestion, dans la gouvernance, etc. Je trouve que c'est une opportunité pour demain parce qu'effectivement, depuis quelques années, on a voulu mettre en place structurer un peu des clubs de jeunes, etc. Et l'originalité d'un tiers-lieu, c'est qu'il y a une telle diversité entre le monde de l'entreprise, des professionnels, le numérique, les espaces de coworking, la fabrique, etc., que je pense que des jeunes peuvent venir rêver dans les tiers-lieux, venir en discuter et pouvoir se projeter. Parce que la grande difficulté, je trouve aujourd'hui, et surtout après l'année qu'on vient de passer, c'est comment se projeter dans un monde qui n'est pas très folichon hein, actuellement. Enfin, on peut le dire quoi. Hein. Pour les étudiants, ça fait 1 an qu'ils ont des cours en visio, qui ne se voient plus, qui ne boivent plus des cours, qui font plus la fête. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, la place des jeunes, c'est vraiment, il faut l'avoir en tête et leur laisser toute liberté de créer ce qu'ils veulent créer dans un tiers-lieu. Voilà. Bon, ça, c'était ma petite aparté, mais j'aimerais bien discuter avec Benjamin, là, je sais plus, voilà, par rapport à ce qui se passe au MRJC, mais ce sera pour un autre jour. Alors, nous voici arrivés au terme hein, de ces 6-8 mardinaires, là, webinaires. Et vraiment, je voudrais vous remercier d'avoir participé à ces travaux. Et nous espérons vraiment avoir répondu à vos attentes, satisfait votre curiosité. Je voudrais remercier nos experts qui sont intervenus, comme aujourd'hui Madame Véronique Borde, très très intéressant, et pour tous ceux qui ont participé dans les webinaires précédents. Nos partenaires, la région Nouvelle-Aquitaine, France Tiers-Lieux, la coopérative des tiers-lieux, la Ruche, le réseau rural Nouvelle-Aquitaine, la SCOP, Accolade, Ubic et tous les porteurs de projets de tiers-lieux de Nouvelle-Aquitaine. Voilà, vraiment un grand merci. Et pour terminer, je veux quand même remercier Mélanie Laplana, Oumou Kandé et Amor Ayouni de la Fédération Nouvelle-Aquitaine pour l'organisation de ces rencontres et pour leur implication dans le déroulé de ces rencontres. Voilà, à une autre fois de se voir dans un tiers-lieu, pourquoi pas. Et je vous remercie vraiment énormément. Voilà, au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci à tous.